Donc, on se voit aujourd'hui pour continuer à commenter cette actualité des Jeux Olympiques, qui commencent à nous garnir de plein de magnifiques nouvelles. On apprend que le village olympique n'a plus de nourriture, il faut rationner les athlètes qui sont aussi déjà en grève. On a des vols, des cambriolages pour les cyclistes australiens, on a aussi des hauts dignitaires, le vice-président Europe de Coca-Cola qui se fait voler aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour analyser l'actualité, je suis en compagnie de Nicolas Stocker. Bonjour Nicolas. Salut Raphaël, bonjour à tous nos internautes. Alors Nicolas, qu'as-tu choisi comme élément d'actualité à commenter, sachant que je me suis permis de faire une petite introduction car les Jeux Olympiques commencent officiellement demain et on voit que l'inquiétude continue de grandir avec à chaque fois de nouveaux éléments d'actualité qui arrivent à nous fasciner sur l'organisation d'Emmanuel Macron, qui a bien dit de toute façon que c'était un symbole de rassemblement et comme il avait dit, on va faire des Jeux uniques. C'est ça la France. Alors, il réinvente les Jeux Olympiques comme il réinventera en 2030 parce qu'il sera toujours là. Ne vous trompez pas, chers internautes, il sera toujours là en 2030, donc il réinventera la montagne. Maintenant, il réinvente cette merveille de narcissisme. Tout ce qu'il touche se transforme en or, on s'en doute. Donc, il réinvente les Jeux Olympiques, c'est merveilleux. Donc, en effet, on peut revenir sur ce que tu viens de dire et sur les JO en général. Énormément de nouvelles, toutes plus réjouissantes les unes que les autres, puisque, en effet, c'est la Sodexo qui est en charge du village olympique. En général, c'est vrai que la Sodexo, qui a à peu près 80% des demi-pensions des collèges et des lycées qui rationnent les gamins, mais ça tout le monde s'en fout et donc tout le monde s'en réjouit, même certainement parce que je pense que derrière il y a de grosses rétrocommissions, il n'y a pas que sur les que sous-marins qu'il y a des rétrocommissions, il y a aussi certainement de belles rétrocommissions entre les conseils départementaux régionaux et ceux qui le chargent, que ce soit en société d'économie mixte ou que ce soit en direct, de nourrir nos enfants. On peut voir ce qu'il y a dans les assiettes. Les fédérations de parents d'élèves n'ont de cesse de s'en plaindre. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit différent avec nos athlètes, avec les athlètes du monde entier. Évidemment, Sodexo n'est pas là. C'est pas une entreprise à but non lucratif. Ce ne sont pas des philanthropes. Il faut s'en mettre plein les poches pendant que c'est encore possible. Et la Sodexo, c'est son unique et véritable slogan. Donc voilà, donc pas d'œufs. Alors qu'on sait que par exemple, c'est vrai que il leur faut beaucoup de protéines, animales, de choses comme ça aux athlètes. Donc des œufs, il y avait pas d'œufs. Il n'y avait pas assez d'œufs, en espérant qu'il n'y ait pas la salmonelle ou des choses comme ça dans les œufs et qu'on se retrouve avec des délégations entières malades. Donc voilà, ça commence bien. Village olympique, la Sodexo qui a eu le marché, donc on aimerait savoir comment. Tiens, d'ailleurs, ça serait intéressant. C'est ça la démocratie, la transparence, la glasnost, on disait chez les Russes. C'est le marché d'attribution. Du village olympique Sodexo. Qui a fait ça? Est-ce que c'est le comité international des JO? C'est la mairie de Paris? C'est qui? Et comment est-ce qu'ils ont attribué? Et pourquoi c'est toujours les mêmes? Pourquoi, comme par hasard, c'est la Sodexo? Ça déjà, je trouve que ça serait intéressant. Ensuite, on peut continuer à se régaler sur les Jeux Olympiques. Surtout les automobilistes vont se réjouir puisque ils viennent d'apprendre au dernier moment que le périphérique serait probablement fermé vendredi. Mais oui, c'est pas seulement ça, c'est juste pour coller des amendes qu'on a mis et que l'État puisse rançonner l'automobiliste moyen. Donc il y a ce piège sur les périphériques, vous le savez, chers internautes, la voie la plus à gauche, si vous la prenez, schlac, que ce soit une police ou que ce soit des nouveaux radars qu'ils avaient installés depuis des mois, on se demandait à quoi ça allait servir, maintenant on le sait, et ça continuera après avec le covoiturage, vous inquiétez pas, c'est définitif, c'est comme les QR codes, certainement, c'est comme la reconnaissance faciale. Ça a tellement bien marché avec les JO, pourquoi on continuerait pas Donc, voilà. Alors, prétexte fallacieux du ministre des Transports. Et oui, parce qu'on a encore des ministres. Ils sont députés, mais ils sont ministres. Vous savez, ils sont les deux à la fois. Exécutif, législatif. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, donc il n'y a plus de constitution en France aujourd'hui, digne de ce nom. Donc, le ministre des Transports a expliqué que le périphérique serait réservé aux athlètes. Vendredi. Alors on se demande bien pourquoi vendredi et pas les autres jours. On se dit tiens, c'est bizarre. Mais à ce moment-là, le périphérique devrait être complètement, parce qu'il y a toujours autant d'athlètes pendant les 2 semaines, réservé
à l'ensemble des athlètes. Ah, mais non, ça sera uniquement vendredi. Et pourquoi donc? Et pourquoi donc? Parce que vendredi soir, on invite la République invite un grand gala au Louvre, le grand gala du Louvre, où Macron invite plus d'une centaine de chefs d'État. Alors quand on voit que tout a été bloqué dans Paris pour un chef d'État, c'était Biden, on imagine pour 100 chefs d'État, Paris va être totalement bloqué. Donc on privatise pour ces éminences, pour ces seigneurs, l'ensemble du périphérique. Donc pour les gens qui partent en vacances, qui ont réservé de samedi à samedi leur petite location qui leur coûte déjà fort cher, écoutez, bonnes gens, partez avant 10h le vendredi matin. C'est ce que monsieur Nounès, qui n'a toujours pas plongé d'ailleurs, qui a toujours pas mis une tête dans la Seine, nous dit, après 10h, on ne garantit plus rien. C'est bien, donc faut-il espérer que les gens aient pris leur journée du vendredi pour pouvoir se retrouver, par exemple, en Côte d'Azur, parce qu'ils veulent fuir, ô combien ils ont raison, les Jeux Olympiques et la ville de Paris, qui est une ville invivable actuellement. Elle l'est déjà globalement, mais alors là, c'est le pompon. Donc voilà, un gala, puisque c'est la fin de l'abondance, c'est ce que nous a expliqué Macron il y a déjà à peu près 2 ans, mais pas pour tout le monde, ça on le sait aussi. Donc ce midi, puisque nous sommes jeudi si je ne m'abuse, on fait bombance déjà à l'Élysée, l'homme qui a perdu toutes les élections, qui n'a plus aucune légitimité, qui devrait déjà être dégagé dans n'importe quelle démocratie digne de ce nom, reçoit en grande pompe, dont les oligarques. Et oui, parce que, tenez-vous bien, des oligarques, il n'y en a pas qu'en Russie. On en a aussi plein en Occident. Et donc, nous aurons à la fois Musk, Arnaud, tout un tas d'oligarques qui seront à la table de monsieur le président de la République et de son épouse et de madame, donc, ce midi. Mais alors, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment vendredi soir. Plus d'une centaine de chefs d'État là sous la pyramide, vous savez, quand les Français, tout heureux d'avoir élu le président de la Start-up Nation, eh bien il avait fait le soir de son élection, il avait déjà fait soyer à la rotonde au premier tour parce qu'il savait qu'il avait déjà gagné face à Marine Le Pen, mais au deuxième tour il nous avait fait le show avec la pyramide, la fameuse pyramide du Louvre. Eh bien là ils vont tous dîner, une centaine de chefs d'État. Moi je propose, puisque tous c'est l'Occident, nécessairement, puisque les méchants, les affreux comme Poutine ne sont pas conviés. D'ailleurs, la presse a quand même remarqué que ces espèces de galas de pré-JO, eh bien, étaient une tradition qui remontait à quand? À Sotchi! L'homme le plus affreux du monde, l'horrible Vladimir Poutine, a lancé cette tradition du gala qu'Emmanuel Macron a repris. C'est extraordinaire. S'il y a bien un truc qu'il ne devrait pas reprendre, ça devrait être ça quand même. Eh bien si! Ils reprennent donc cette belle tradition initiée par Vladimir Poutine avec les jeux de Sotchi. Donc, ils seront une centaine. Moi, je propose à ce que tous les Français, puisqu'après tout, c'est nous, puisque ce sont nos bienfaiteurs qui se réunissent, eh bien, pourquoi on n'irait pas tous y manger, sachant qu'en plus, tenez-vous bien, qui va régaler l'homme qui a 20 étoiles dans le Michelin en tout et pour tout, 20 macarons, Monsieur Ducasse, le Meurice à Paris, par exemple, il est multi-étoilé un peu partout dans le monde. Eh bien, c'est lui qui va régaler tout ce beau monde, les chefs d'État et puis évidemment tous les pique-assiettes qui sont autour et qui n'ont de cesse évidemment de donner des leçons de morale aux vilains sans dents, aux vilains Gaulois réfractaires que nous sommes. On va faire bombance au Louvre vendredi soir. Invitons-nous tous là-bas. Allez hop! Alors, s'inviter là-bas, si on peut y accéder, parce que, comme tu l'as bien rappelé, Nicolas, Paris est quand même bloqué, mais ce n'est pas bloqué uniquement pour les Français, c'est-à-dire que les Français ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent même pas aller dans les stades, un match de foot qui commence avant même que le stade soit rempli. Mais par contre, alors que les Français sont parqués derrière des barrières pour justement assurer la sécurité, on peut admirer aussi la seconde population de Paris, les fameux surmulots, les rats qui sortent de partout parce que les bennes, les camions justement des éboueurs ne peuvent pas se déplacer facilement partout. Donc on a les rats aussi qui ressortent et profitent de ces Jeux Olympiques en ayant accès à de nouvelles zones, voilà, grâce à ces magnifiques barrières. Mais les rats n'auront pas besoin de QR code, bien évidemment, pour circuler. Évidemment, donc on salue tous les surmulots de Paris qui vont pouvoir profiter de magnifiques jeux. Donc Nicolas, on a aussi, j'aimerais bien qu'on fasse
notre point sur la situation donc, politique, c'est-à-dire avec le nouveau Front populaire, c'est-à-dire que ça fait beaucoup Est-ce que je peux réagir. encore dire un truc? Est-ce Ah, que je mais peux bien sûr. encore dire juste une petite chose sur les JO? Juste, excuse-moi de t'interrompre parce que je t'entends quand même parler des surmulots, tu te moques, tu te moques. Halte au bashing des JO. Arrêtons de jouer les peines à jouir. Qui est-ce qui nous dit ça? Le divin Manigold, l'homme en or, le restaurateur, celui qui a fait passer comme une lettre à la poste confinement et fermeture de tous les commerces non essentiels, l'homme qui était avec Macron au salon de l'agriculture, tandis que les agriculteurs témoignaient de leur colère au dernier salon de l'agriculteur. Manigold, le magnifique, l'homme en or, encore un, qui a un syndicat de défenseurs de la restauration. Tu parles comme il défend, à part se défendre lui-même et ses propres intérêts, on aimerait savoir qui il défend. Eh bien lui-même, il dit « Ah, c'est brutal quand même ». Moi qui étais si fier de ces JO, hein, tous ses amis restaurateurs, hein, tous ceux qui sont partis de son syndicat sont aujourd'hui en chômage technique, hein, pour tout un tas de raisons que tu nous as déjà expliquées la dernière fois, entre autres sur l'île Saint-Louis, mais pas seulement, partout où en fait les gens ne peuvent même pas descendre de chez eux, ou ne peuvent pas aller travailler, hein, donc vous imaginez bien qu'ils vont pas aller déjeuner sur des terrasses parisiennes, mais là, c'est mieux que tout. Vendredi, ferme toutes les terrasses pendant les 2 semaines. Plus de terrasses. Alors là, Manigold est obligé, j'imagine quand même que ces syndiqués ont dû dire « Tu déconnes, Manigold, c'est bien d'être toujours à cirer les pompes de Macron et de sa clique, mais là, quand même, il faut que tu dises quelque chose. » Donc, il a trouvé quand même, Manigold, que c'était un peu dur, un peu brutal de fermer toutes ces terrasses. Donc voilà, je voulais rajouter ça pour surtout qu'on ne nous accuse pas de faire du bashing anti-JO. On est dans le concret, c'est du factuel tout ça. Absolument, absolument, c'est du factuel. Et d'ailleurs, chers spectateurs, si vous êtes sur X, eh bien, ne vous étonnez pas s'il peut y avoir des bugs techniques, car la plateforme X a toujours du mal avec les émissions en direct. Venez directement sur YouTube. Vous avez maintenant la chaîne GPTV Actu. Si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes là sur une autre plateforme, venez sur YouTube, tapez GPTV Actu. On a GPTV, la chaîne officielle, et celle-ci. Vous vous abonnez, vous mettez la cloche, et comme ça, vous pouvez assister à nos émissions quotidiennes d'analyse et aussi d'autres formats qui apparaîtront très bientôt à partir de la rentrée. Et évidemment, avec Nicolas, on sera toujours présent sur la chaîne principale. Vous avez les émissions du soir, mais aussi on vous annonce un nouveau format. On vous garde la surprise sur ce que ce sera exactement, mais à partir de mi-août. Si vous aimez bien notre duo et surtout le fait de vous accompagner pour analyser l'actualité globale, eh bien on sera là pour vous accompagner sur la chaîne principale, mais là, nous sommes sur GPTV Actu, donc venez tous sur la chaîne directement. Nicolas, quelles ont été les réactions dans la sphère politique au niveau du nouveau Front populaire, étant donné que le nouveau Front populaire a enfin réussi à la base à s'organiser pour proposer un candidat pour devenir Premier ministre et ensuite transformer et imposer donc ce nouveau gouvernement. Macron, tranquillement, calmement, comme il faut, il a dit « Non merci, c'est gentil ». Je n'en veux pas. On va attendre la fin des Jeux Olympiques, car on est en démocratie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quelle a été la réaction du nouveau Front populaire ? Alors déjà, la réaction du monde et de Macron, qui est assez extraordinaire, et puis la réaction aussi de tous ceux qui mettent à ce moment-là des contre-feux, hein, ils sont aux ordres. L'Élysée, à mon avis, on moquait à une époque Perfit ou le ministre de l'information du général de Gaulle qui écoutait le 20h. D'ailleurs, de Gaulle l'écoutait aussi, il fallait faire gaffe. Et il avait le téléphone juste à côté. Et alors, quand ça retentissait sur la chaîne unique, parce qu'il n'était pas content de l'information du 20h, je peux vous dire que ça descendait en cascade jusqu'à l'animateur. Et ça, ça chauffait dur. Bon, bah là, c'est guère mieux, puisque, à mon avis, de toute façon, on a beau avoir une pluralité de médias, ils disent tous la même chose. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent ? Déjà, moi, sur Macron, je trouve qu'il est quand même très grossier, ce personnage, de ne même pas avoir, le soir où il s'est exprimé, même prononcé le nom de Lucie Castet. C'est quand même la moindre des choses. Mais alors bon, c'est plutôt une jolie fille de 37 ans. C'est sûr que c'est pas dans les standards de Macron. Je pense que Tubiana était peut-être un peu plus dans ses cordes à Emmanuel Macron, 75 ou 77 ans, la souris grise.
Mais bon, voilà, cette plutôt jolie fille, elle n'a pas l'heure de plaire à Macron et à l'ensemble des médias. Donc, ils ont commencé à mettre des contre-feux sur la malheureuse en disant « Oh là là, directrice des services financiers de la ville de Paris, elle est au moins responsable. » Enfin, responsable. Les directeurs financiers, on sait ce que c'est. Ils font coordonner la dépense. C'est pareil dans tous les types d'établissements publics et autres, comme dans les collectivités territoriales. On ne peut pas vraiment dire que c'est eux qui sont à l'origine des déficits. Mais alors, 10 milliards, elle est responsable de 10 milliards. Vous vous rendez compte, c'est énorme. 10 milliards comparé aux 1000 milliards de Macron, c'est énorme. Oh, mais la ville de Paris a failli être mise sous tutelle. C'est terrible. Mais c'est exactement ce qui nous attend avec les 3200 milliards qu'a creusé en dette, entre autres, nos 3 derniers présidents. Donc on fait un tir de barrage, on dit voilà, hop, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, avec elle la France court vers la faillite, comme si elle n'y courait pas déjà amplement. Donc tir de barrage, après commentaire sur la façon dont elle a été imposée, semble-t-il, par les socialistes, entre autres Olivier Faure aux LFistes et à Mélenchon. Bon, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire qu'on a un peu tordu le bras des LFistes en imposant cette proche d'Anne Hidalgo. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ils ont un candidat, donc Macron ne veut pas en entendre parler. Il a donné rendez-vous après les JO pour éventuellement une nomination d'un Premier ministre, qui à mon avis n'est pas acquise, parce qu'il veut en fait... c'est comme les mauvais joueurs, je me rappelle plus, je crois que c'est l'écologiste, le Tondelier, qui disait « Macron me fait penser un peu à mes enfants, quand on joue au Monopoly ou à n'importe quel autre jeu, un jeu de société, il invente des règles en cours de jeu. Donc d'abord on joue comme ça, ah mais non, il y avait une autre règle, c'est qu'il faut jouer avec moi. » Donc Macron, évidemment, impose aujourd'hui à la représentation nationale, dont il a voulu clarifier les choses par la dissolution, il impose à ce que l'on joue avec lui. Il ne veut pas ne pas jouer, il ne veut pas être en prison au Monopoly, évidemment, Emmanuel Macron. Il veut qu'il y ait une alliance avec le camp présidentiel. Il veut son front républicain. Donc tout le monde lui dit, au sein même de la Macronie, ils le disent aussi, qu'ils n'en veulent pas. Macron, personne ne veut de ton front républicain. On n'en veut pas. Les gens, soit ils veulent une majorité à droite, soit ils veulent une majorité à gauche. Enfin, ils veulent quelque chose de clair. Ou alors, Nicolas, excuse-moi de te couper, c'est que là, c'est une information qu'on voit passer dans les médias. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément même un l'arc républicain ou alors une concentration sur la gauche ou la droite. On parle de coalition des extrêmes. Il y a de grandes discussions qui apparaissent sur le fait que le Rassemblement national et le nouveau Front populaire risquent de potentiellement s'allier pour abroger la loi sur la réforme des retraites. Alors là, tout d'un coup, le nouveau Front populaire est l'extrême. C'est-à-dire que c'est pas seulement LFI. Je rappelle quand même que même les socialistes, même les écolos, même les communistes, l'ensemble du nouveau Front populaire, c'est-à-dire l'ensemble de la gauche, veut une abrogation de la loi sur les retraites. C'est en plus, le titre est mensonger. Quand on nous dit les extrêmes, c'est toute la gauche plus le Rassemblement national. Seul le bloc central, qui ne pèse plus aujourd'hui que, on va dire, allez, 160 plus les 70 Macron compatibles, ça fait 230. 230, il faut une majorité, elle est à 289. Il y a une majorité aujourd'hui au Parlement. C'est pas les extrêmes qui se coalisent, c'est la majorité des députés au Parlement sont pour l'abrogation de la réforme des retraites. Point. Il va falloir s'y faire. Et d'ailleurs, ils s'y font. À la fin d'un article que j'ai pu lire, il disait la question n'est plus de savoir si la réforme des retraites va être abrogée, mais quand. Bah oui. Quand. Exactement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra continuer à observer, c'est-à-dire la fameuse trêve politique sera-t-elle non pas une trêve politique, mais une séquence qui permettra de nouvelles alliances avec une frustration qui va ne faire que grandir face à l'arrogance de notre prince, de notre Saint-Empereur Macron, le Néron qui s'isole de plus en plus, mais qui là se balade tel un influenceur Instagram et sur les réseaux sociaux où il fait de magnifiques vidéos pour montrer que les Jeux Olympiques sont prêts. C'est-à-dire que pendant que Paris non pas brûle, mais se retrouve sans nourriture, entouré de rats, de barrières et avec des terrasses fermées, il nous explique que lui, il prépare un immense banquet pour demain soir. Donc voilà, de toute façon, les Français à la base
ont quand même voté pour lui, hein, donc on va boire le calice jusqu'à la lie en espérant que ça puisse réveiller au bout d'un moment la population. Bref, Nicolas, on est à 20 minutes, il nous reste encore plusieurs minutes pour continuer cette émission. J'aimerais bien que l'on fasse un petit tour à l'international avant de terminer à nouveau sur le sujet français. On a Joe Biden qui s'est exprimé. Je crois que tu voulais faire peut-être un petit commentaire. C'est que donc Joe Biden on le croyait mort. C'est-à-dire que des articles sortaient de partout. Des rumeurs. On disait bon, en fait, il doit être cané le pauvre parce que il avait le Covid et on n'entend plus parler de lui. Il y avait eu une séquence avec Kamala Harris qui a fait sa première intervention où Joe Biden était censé être au téléphone et on aurait pu croire que c'était un voisin ou alors une intelligence artificielle qui parlait. Ça n'avait absolument aucun sens. Et donc, on a Joe Biden, les perfusions cachées, mais remontées à bloc, qui nous a fait un magnifique discours pour nous expliquer que si il décidait de se retirer, c'était pour sauver la démocratie et laisser la place aux jeunes, mais surtout sauver la démocratie. Avant de te laisser la parole, je vais rappeler une dernière chose. Kamala Harris a été sélectionnée et non pas élue par les démocrates. Donc, c'est encore une fois, le meilleur des mondes. Voilà, un commentaire, Nicolas ? Ben oui, en effet, Kamala Harris, lorsqu'elle avait cherché à se présenter en 2020, elle avait fait une petite semaine de campagne et elle avait renoncé. Elle avait 3% des suffrages des démocrates. Et là, cette fois-ci, eh bien, elle n'a pas fait campagne, contrairement à la règle. La règle, c'est qu'un candidat, s'il veut être candidat, eh ben, il fait le tour, il va partout pour motiver ses troupes, obtenir des grands électeurs et puis se faire élire sur une convention pour représenter justement les démocrates ou les républicains pour l'élection présidentielle. Là, rien du tout. On décrète un peu Soros, père et fils, et puis beaucoup aussi Nancy Pelosi, décident que ce sera elle. Et puis voilà, fermez votre gueule, c'est ça la démocratie. Donc quant à Biden, alors là, ça a été grandiose. Il avait son prompteur, en plus d'avoir certainement les perfs cachés. D'ailleurs, on voyait dans le reflet, dans la glace qui était derrière, ce qui était écrit. Donc il n'a pas lâché le prompteur, hein, le bonhomme. On lui a dit tu lis du début à la fin, il a lu. Hein. Et d'après certains observateurs potentiellement complotistes, certains ont décidé d'observer l'horaire indiqué sur sa montre, qui semble indiquer que ce n'était même pas en direct, mais potentiellement un enregistrement. Bon. Ah bah certainement. Mais certainement, je pense que les gens ne savent pas. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec quelqu'un qui avait une maladie dégénérative et qui était quelqu'un de formidable et qui d'ailleurs était capable. C'est très étonnant. Hein, c'est étonnant et c'est triste, mais c'est une maladie. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de peine pour Biden et je trouve qu'il y a de maltraitance à la personne âgée dans cette histoire, vraiment, réellement. Et donc, travailler avec ce type de personnes, c'est extrêmement déstabilisant. Vous pouvez leur dire quelque chose et puis 30 secondes après, ils vous reposent la même question. Alors, quand vous vous retrouvez sur des directs ou des choses comme ça, en effet, il vaut mieux et de loin faire ça en différé parce que tout est possible. Ils peuvent partir tout d'un coup. Il quitte la pièce. C'est tout à fait envisageable. Et d'ailleurs, c'est ce qui était en train de commencer à arriver, malgré les amphétamines, malgré tout ce qu'on peut donner, et qui réduisent d'ailleurs l'espérance de vie de ces personnes, il faut le savoir. Eh bien, il n'était plus sous contrôle. Donc, comme tu le dis, il a annoncé qu'il allait qu'il sauvait la démocratie en se retirant. Donc, par contre, il ne nous a pas expliqué pourquoi celui qui était le meilleur défenseur de la démocratie, c'est-à-dire lui-même, devenait tout d'un coup un handicap pour la démocratie. Cette explication-là, nous ne l'avons pas et nous ne l'aurons probablement jamais, étant donné que personne, en tout cas en France, je ne parle pas aux États-Unis, où il y a eu quand même quelques questions qui ont été posées, personne ne se pose la question du pourquoi. Absolument personne. Aux États-Unis, dans les conférences de presse de la porte-parole, la question a été posée, mais est-ce que c'est pas lié à sa santé ? Et non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir avec sa santé. Donc ça a à voir avec quoi ? Pourquoi le meilleur rempart contre la dictature, contre Trump, devient tout d'un coup un boulet de la démocratie ? On n'a pas l'explication, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.